Merci Johan. Messieurs les présidents, chers maîtres, chers amis, chers confrères, c'est vraiment un honneur d'être ici. Merci encore, c'est un honneur pour moi de pouvoir parler devant l'Académie de chirurgie. Tu m'avais demandé de rappeler un petit peu les enjeux des éventrations en France en introduction. En effet, c'est quelque chose de très français, on vient de le voir, grâce à nos illustres prédécesseurs, et puis c'est toujours à la mode, puisque j'ai eu la chance de participer avec vous au rapport de l'AFC de l'année dernière, qui justement parlait des éventrations. C'est un enjeu à plusieurs titres, tout d'abord du fait de leur fréquence. Cette publication de 2015, une revue systématique de la littérature, plus de 14 000 patients, et bien la prévalence des éventrations est presque 13%. Et puis maintenant, c'est les registres. Les registres allemands nous rapportent qu'après incision abdominale, le risque d'éventration à 10 ans est de 20% ici, et plus de la moitié apparaissent dans la première année, et les 3/4 dans les 2 ans. C'est une complication plutôt précoce après incision abdominale. Comme tu l'as rappelé, Pablo, c'est 45 000 cures en France par an, et donc en effet, toutes les spécialités sont concernées, quiconque qui aborde la paroi abdominale. Donc un enjeu par les fréquences, mais aussi un enjeu par son coût. Les éventrations, les cures d'éventration, c'est 300 000 par an aux États-Unis, et ça coûte 3,5 milliards chez eux. La cure d'éventration va ajouter entre 16 000 et 27 000 $ à l'acte initial. Et en France, la belle revue de M. Gillion montrait que le prix moyen d'une cure d'éventration était de plus de 6 000 €, et que si on pouvait réduire l'incidence de 5%, eh bien on pourrait économiser 4 millions par an. C'est aussi un enjeu du fait des résultats des cures d'éventration. Les cures d'éventration, eh bien aujourd'hui, on sait que c'est pas top, parce que dans cette revue, par exemple, en 2004, eh bien les cures d'éventration récidivent dans presque un tiers des cas. Et puis, dans le registre danois, récidive toujours entre 10 et 12%. Toujours dans ce registre danois, non seulement ça récidive les cures d'éventration, mais en plus ça donne des complications à long terme, presque 5%, et parfois des complications graves, comme vous le voyez, des perforations intestinales ou des fistules. Et puis aussi, dans ce registre espagnol, confirme le registre précédent, les cures d'éventration amènent à des complications aiguës, parfois graves, des taux de récidive importants, des douleurs chroniques et même une mortalité de 1%. Et puis enfin, enjeu sur la qualité de vie, parce que la majorité des éventrations sont symptomatiques, avec en plus une diminution de la qualité de vie, une atteinte de l'image de soi, parfois des dépressions. Et donc en effet, le thème que je dois développer, c'est plutôt prévenir. C'est comme ça que je voulais un peu introduire cette séance. Alors prévenir les éventrations, bien fermer les éventrations, ça veut dire aussi maîtriser les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont bien connus, un patient de plus de 60 ans, le tabac, l'obésité, la BPCO, le temps opératoire, le sexe, les complications pariétales sont tous des facteurs de risque sur lesquels, si on peut intervenir, diminuerait le risque d'éventration. Mais le facteur de risque dont on va parler aujourd'hui, c'est celui du chirurgien. C'est-à-dire sa technique de fermeture, on va le voir, va pouvoir diminuer de beaucoup le risque d'apparition d'éventration après incision abdominale. Et c'était certainement beaucoup les travaux de Israelsson et puis de Philippe Muison qui sont ici, qui sont nordiques, donc suédois et belges, qui ont introduit cette notion de prévention d'éventration par de bonnes techniques de fermeture. La publication Princeps, c'était en 1976, et puis à partir des années 2000, de nombreuses publications sont apparues pour expliquer comment fermer au mieux la paroi abdominale. Vous voyez que quand on publie et quand on fait des études sur la technique de fermeture, on est accepté dans de très prestigieux journaux. Ce qui a amené l'EHS à proposer des recommandations en 2015. Ils avaient à disposition 28 revues et je vais ici vous rapporter un petit peu ces recommandations de 2015 et vous expliquer ce qui, depuis 2015, est apparu. Alors tout d'abord, la question c'est quel fil ? Avec quel fil on va fermer la paroi abdominale pour éviter les éventrations ? On a à disposition du fil rapidement résorbable, le Vicryl, lentement résorbable, le PDS, et du fil non résorbable. Initialement, en 2015, 3 publications simplement étaient à disposition des guidelines. Si on compare le fil rapidement résorbable au fil non résorbable, eh bien le Vicryl amène plus d'éventration, plus de sinus chronique et plus de douleur. Si on compare le fil rapidement résorbable Vicryl au lentement résorbable PDS, eh bien on a encore une fois ici plus d'éventration avec le Vicryl, amenant les auteurs à recommander de ne pas utiliser le Vicryl pour fermer les parois abdominales.
Et si on compare cette fois le fil lentement résorbable, donc le PDS ou le Maxon, au fil non résorbable, eh bien le fil lentement résorbable ne donne pas plus d'éventration et le fil résorbable amène plus de douleur. Proposant aux recommandations de dire que le fil lentement résorbable est plutôt suggéré, c'est certainement celui qu'il faut utiliser. Qu'est-ce qu'on a depuis 2015 ? Eh bien depuis 2015, on va avoir deux revues de la littérature intéressantes qui, vous allez le voir, vont s'opposer un petit peu à ces deux adages que je viens de vous dire. Alors cette première revue de la littérature, 2017, tout le monde s'accorde à dire, et les auteurs eux-mêmes, qu'il y a beaucoup de biais dans cette publication, avec des séries très hétérogènes. Mais néanmoins, en comparant le fil résorbable au non résorbable, il n'y a pas plus ou moins de risque d'éventration. D'autre part, quand on compare le fil lentement résorbable, donc le PDS et le Maxon contre le Vicryl, il y a non plus pas plus ici de risque d'éventration, ce qui remet un petit peu en cause de ce qu'on vient de dire précédemment. Et puis une autre méta-analyse, la revue Match, où les critères d'exclusion cette fois étaient très restrictifs, donc il y a beaucoup moins d'études qui ont été incluses ici, et qui donnent la même chose. C'est-à-dire que quand on parle non résorbable, au faiblement résorbable et au non résorbable, eh bien il n'y a pas de différence en termes de risque d'éventration. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Pour l'instant on ne sait pas trop. Ce qui est certain probablement, c'est que faut pas trop utiliser le Vicryl, c'est pas très logique d'utiliser un fil qui disparaît en 15 jours ou 3 semaines, alors que le temps de cicatrisation est à peu près équivalent. Aujourd'hui, on peut utiliser le PDS, c'est ce qu'on utilise le plus souvent dans notre centre, ou le fil non résorbable, avec probablement peut-être plus d'infections et de douleurs. Qu'en est-il d'utiliser un surjet ou des points séparés ? En 2015, les guidelines avaient montré, avec simplement 2 revues à leur disposition, que le taux de récidive était moins important en faisant un surjet. Et depuis ce 2015, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a plusieurs études. Cette revue Match montrait qu'il n'y avait pas de différence quand on fait des points séparés ou quand on fait un surjet. 2018. Et une Cochrane montrait qu'il n'y avait pas non plus de différence en utilisant 11 études, presque 4000 participants, qu'il n'y avait pas de différence, que ce soit point séparé ou surjet. La même chose, donc cette RCT n'est pas inclue dans ces 2 méta-analyses récentes. Eh bien, en urgence, il n'y a pas non plus ou moins de risque de récidive en utilisant un surjet ou des points séparés. En revanche, le surjet est plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Certainement qu'il faut utiliser un surjet. De toute façon, ça n'amène pas plus de récidive, ni moins. C'est autant efficace. C'est plus rapide et plus économique. Est-ce qu'on peut utiliser les points séparés de fait ? Certainement que oui. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on utilise plutôt en urgence, avec des risques d'infection, quand il y a une distension importante, qu'il faut serrer très fort. En tout cas, c'est ce que l'on fait. Et dans ce cas-là, peut-être plutôt du fil non résorbable. Qu'en est-il du pas et de la prise ? Faut-il utiliser de grands pas ? Faut-il utiliser de grandes prises ou des petits pas comme ceci ? En 2015, les guidelines avaient à leur disposition 4 études et une seule étude randomisée. Lorsqu'on utilise soit des faibles prises et des faibles pas, eh bien on a moins de risque d'infection et on a moins d'apparition d'éventration. Donc plutôt petites prises et petits pas, c'est ce que l'on retient des guidelines. En 2015, le Lancet a été publié dans le Lancet une étude prospective avec 10 hôpitaux, 560 patients en prospective. Eh bien cela confirme les guidelines de 2015, le groupe petit pas et petite prise amène à moins de récidives. De même, dans cette méta-analyse de 2018, le groupe petit pas et petite prise amène moins de récidives. Donc, petit pas et petite prise, avec l'utilisation d'une longueur de fil au moins 4 fois la longueur de la paroi qu'il convient de fermer. Et donc on a fait l'essai, donc j'avais une vidéo mais je ne voulais pas prendre trop de temps, mais eh bien, si on fait vraiment petit pas, petite prise, c'est bien 4 fois plus de fil que de longueur de médiane que l'on peut fermer. Dans les études, de manière étonnante, ils ont utilisé du PDS 2.0. Donc on a plutôt utilisé du PDS 1 ou du PDS 0 dans mon centre, mais ces études ont été faites avec du PDS 2.0, petit pas, petite prise au PDS 2.0, c'est possible. Donc le pas à la prise, il faut plutôt suturer à petit pas, petite prise, avec du fil 4 fois plus long que l'incision. Donc pas de grand pas, pas de grand prise. Voici ce qu'il faut retenir. Combien de plans faut-il fermer ? Un plan aponévrotique, suturer le péritoine à part ? Eh bien, a priori, il n'y a pas d'intérêt à suturer le péritoine à part, comme le montre cette revue de la Cochrane.
Néanmoins, il y a peu d'évidence sur ce sujet. Ça ne change probablement rien de suturer en plusieurs plans. Et les recommandations de 2015, donc il n'y a rien de neuf là-dessus. Il n'est pas recommandé de fermer le péritoine à part. Probablement que ça ne change pas grand-chose. Et donc nous utilisons habituellement un plan aponévrotique unique en chargeant le péritoine dans notre centre. Qu'en est-il maintenant, et pour conclure, des fils imprégnés? Ils sont imprégnés de triclosan, c'est un antifongique et un antibactérien à large spectre. C'est ce qu'on appelle le Vicryl+, le PDS+, le Monocryl+. Eh bien, une revue de la littérature, 2017, on sait que le Vicryl+ diminue le risque d'infection par rapport au Vicryl tout court. Alors, sauf qu'aujourd'hui, il ne faut plus trop fermer au Vicryl, donc merci de ce résultat. Et le PDS, le fil lentement résorbable, eh bien, il n'y a pas de différence sur le risque d'infection en utilisant un PDS imprégné qu'un PDS normal. En revanche, il n'y a aucune donnée sur le risque d'éventration en utilisant un PDS imprégné ou pas. Donc les guidelines disent que utiliser un PDS imprégné n'est pas recommandé parce que certainement que ça ne change rien et pour l'instant on en est là. Peut-être que les études à venir vont changer les choses. Donc pour conclure sur cette partie, le temps de fermeture n'est pas le moment d'aller prendre un petit café. C'est très important également. Il faut suturer la paroi en implant avec du fil à résorption lente, certainement utiliser un surjet avec une longueur de fil au moins 4 fois la longueur de la paroi fermée, en utilisant la small bites technique, c'est-à-dire petits pas et petites prises, et si possible sans tension. J'insiste pour dire que ces guidelines et toutes ces études que je viens de vous présenter ont été faites uniquement sur médiane et uniquement en chirurgie programmée. On ne sait pas ce qu'il faut faire en urgence et sur la fermeture des muscles sur des incisions non médianes. Et la cellio. Eh bien, la cellio, si on en croit cette revue de la littérature française par l'équipe de M. Sastre en 2012, si on compile toutes les études incluant des laparotomies, 4000 patients, il y a 11% d'éventration dans cette revue. Toutes les patients opérés par cellio, il y a 20 000 patients, 0,7% de risque d'éventration dans cette revue. Et quand on sélectionne uniquement les études qui ont comparé cellio versus laparo, on va avoir 12% de risque d'éventration à laparotomie et 6,3% de risque d'éventration en cellio. Donc a priori, selon cette revue de la littérature française, moins d'éventration en cellio. Si on fait une étude de la littérature depuis cette période, eh bien, quelques études rétrospectives, ici prospectives, ici une méta-analyse incluant 4 études prospectives, eh bien il n'y a pas de différence en termes de risque d'éventration en utilisant la célioscopie et la laparotomie. Quel message j'aimerais dire, et quand on regarde plus précisément ces études, eh bien que quand on fait une cellio sans retirer de pièces opératoires, une vésicule, en tout cas sans faire d'incision supplémentaire pour retirer la pièce, une vésicule, une appendicectomie cellio, il y a certainement beaucoup moins de risque d'éventration. Par contre, quand on va faire une laparotomie pour retirer la pièce, eh bien on va se retrouver dans un risque d'éventration équivalent à une laparotomie seule. Voilà ce que je voulais vous dire en première partie. Je ne sais pas si j'ai le temps, je le fais en 7 minutes. 2 minutes. Sur l'utilisation des prothèses pour prévenir le risque d'éventration. Le rationnel est le suivant. Quand on reprend cette étude de 2015 anglaise, eh bien en fait il y avait 12% de risque d'éventration et les études qui ont été incluses, eh bien c'était des études où ils fermaient presque comme les recommandations. Et malgré tout, il y a 13% d'éventration. Donc c'est insuffisant et peut-être qu'on peut utiliser une prothèse lors de la laparotomie initiale pour éviter le risque d'éventration. L'étude Princeps est de 98. Les guidelines en 2015, ils n'avaient que 6 études à leur disposition pour conclure et donc ils avaient dit qu'on peut suggérer d'utiliser une prothèse pour les patients à haut risque. Et cette notion de patient à haut risque, il me semble qu'elle est importante. Quand on regarde depuis 2015, eh bien la littérature elle est florissante sur l'utilisation des prothèses préventives. Tout d'abord, ce qu'on peut dire sur ces différentes études, c'est déjà que quand on mène une étude sur l'utilisation de prothèses préventives, on est accepté dans des très grands journaux. D'autre part, ces études ont inclus uniquement des patients à très haut risque, c'est-à-dire des patients soit obèses, soit opérés par laparotomie pour la chirurgie aortique, soit opérés par laparotomie pour cancer.
En voici d'autres. C'est toujours cancer, obésité et anévrisme. Et toute la littérature que je vais vous dire inclut uniquement ces trois situations de risque. Et donc depuis, on a 5 méta-analyses pour répondre à la question « Faut-il utiliser une prothèse préventive ?» Que disent ces 5 méta-analyses? Les voici sous forme de tableau. Wang, en 2016, a montré qu'en utilisant une prothèse préventive, eh bien, on diminue le risque d'éventration. Par contre, on augmente le risque de sérome. Sur les autres points, il n'y a pas de différence. Dazari, en 2016, toujours sur des revues de la littérature, a étudié uniquement le risque d'éventration, et quand on utilise une prothèse, on diminue le risque d'éventration. Borab, il a fait une étude avec beaucoup plus de facteurs. Tout d'abord, le risque d'éventration, en effet, est diminué lorsqu'on utilise une prothèse. Et il a étudié la position de cette prothèse. Eh bien, quand on utilise une prothèse en position onlay, rétromusculaire ou prépéritonéale, les 3 positions diminuent aussi le risque d'éventration. En revanche, le risque de sérome, il est présent que pour les prothèses onlay et la prothèse prépéritonéale. En effet, en position rétromusculaire, a priori, on n'aurait pas davantage de sérome. Payne, en 2017, a montré, encore une fois, qu'il y avait une diminution de risque d'éventration, mais qu'il n'y avait pas de différence en termes de sérome, d'hématome et d'infection. Enfin, en 2018, on montre encore une fois qu'il y a une diminution de risque d'éventration et, bien sûr, on augmente la durée opératoire quand on met une prothèse préventive. Augmentation de durée opératoire entre 16 et 30 minutes de moyenne. Donc, utiliser une prothèse préventive diminue le risque d'éventration, augmente le risque de sérome, sauf pour la position rétromusculaire, n'apporte pas plus d'infection, augmente la durée opératoire et n'apporte pas plus de douleur. Reste à décider quelles indications, parce qu'encore une fois, toutes ces études n'ont inclus que des patients soit obèses, soit opérés pour chirurgie de l'aorte, soit opérés pour cancer. Mon patron, il m'a toujours dit, ok, c'est équivalent. C'est-à-dire, il y a autant d'infections de chaque côté. Sauf qu'une infection sur prothèse, c'est pas pareil qu'une infection sans prothèse. Sur 2000 malades, il n'y avait que 11 infections de prothèse dans le groupe utilisation de prothèses préventives. Je mets ces chiffres à votre réflexion. Enfin, l'analyse de ces études, il y a quand même un truc à dire, c'est que le groupe contrôle, c'est-à-dire le groupe suture, eh bien, dans l'ensemble, n'est pas fait selon les recommandations, petit pas, petite prise, pour les comparer aux prothèses. Je termine en disant, et les prothèses biologiques, aujourd'hui, il est clair, avec cette revue de la littérature de 2016, utiliser une prothèse biologique pour prévenir les éventrations, ça ne sert à rien. Ça ne diminue pas le risque d'éventration, ne diminue pas le risque de sérome, et par contre, ça amène plus d'infections d'utiliser une prothèse biologique. Donc, aucun intérêt en prévention. En conclusion, il faut fermer avec du fil lentement résorbable, à petites pas et à petite prise, un plan musculo-aponeurotique éventuellement en chargeant le péritoine, en faisant insurger. La prothèse préventive chez les patients à risque, c'est-à-dire ces 3 situations aujourd'hui éprouvées, plutôt une prothèse synthétique, certainement à large port et peut-être allégée, et si possible en position rétromusculaire. Je pose la question, faut-il des équipes dédiées à la fermeture des parois, même chez nos collègues non digestifs? Je vous remercie de votre attention. Merci. Il allait passer de 2 minutes. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation. Je ne sais pas si parmi les présents, quelqu'un souhaite faire un commentaire, une question. Alors, monsieur le Président, Xavier Martin. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est vrai que la fermeture, c'est très important. Il y a plusieurs éléments qui sont aussi la qualité de l'hémostase, parce qu'on peut avoir un hématome qui peut s'infecter, Et puis, le positionnement des points, surtout aux extrémités. Et on a souvent, si on ne commence pas vraiment dans le coin, on peut, ou même avant l'incision, on peut avoir des récidives. Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs très importants et il faut vraiment que la fermeture fasse partie de l'opération, ce ne soit pas fait par les internes comme souvent on laisse faire. Oui, tout à fait. Je n'ai pas de commentaire. Vous ne pouvez être que d'accord avec une réflexion présidentielle, d'accord. Je voudrais corriger, comme j'ai dit, pas par les internes non compétents, parce que les internes sont parfaitement capables s'ils ont été formés. Ou non surveillés, ou non supervisés. Oui, bien sûr. Monsieur Polo et notre collègue ensuite. Oui, d'abord je tiens à féliciter Renard et le remercier pour la disponibilité dont il témoigne pour tous les malades du Grand Est qui ont une énorme éventration avec viscères déshabités. Enfin,
Donc vous acceptez chaque fois, et je sais que nos collègues universitaires de Strasbourg-Nancy vous envoient des malades, et récemment vous avez eu l'occasion d'opérer une malade vaguement parente avec moi qui habitait à côté du Luxembourg. Oui. Bon, alors là-dessus, maintenant je vais vous raconter 2 anecdotes. Bon, ça va peut-être faire rire un peu tout le monde, mais enfin, je tiens quand même, parce qu'on a parlé des internes à l'instant. Il y a 2 ans ou 3 ans, à l'Académie de chirurgie, il y avait une table ronde qui était organisée d'ailleurs par des élèves de Bouillot, qui est derrière moi, qui avait détaillé exactement tous les détails que vous avez donnés aujourd'hui. Ils étaient même allés jusqu'à dire que sur la ligne blanche, il fallait prendre 4 mm de chaque côté, alors qu'il y a des lignes blanches qui sont larges, d'autres étroites. Bon. Alors là, au moment des questions, il y a une jeune chef de clinique qui pose la question, est-ce qu'on a fait une différence entre les fermetures faites par les ténors ou les seniors du service et les plus jeunes? On a dit non, on n'a pas fait ça. Alors j'ai perçu à ce moment-là l'objet de sa question et j'ai posé la question. Il y avait Benoît qui présidait avec notre collègue de Lille qui malheureusement a disparu il y a 2 ou 3 ans. Je lui ai dit, il y a quand même quelque chose sur lequel il faudrait insister. Il faut absolument qu'au moment de la fermeture, le malade reste curarisé. Et moi, j'avais mon maître Chanot qui faisait recurariser en fin d'intervention. Et pratiquement, j'ai obtenu de mes anesthésistes durant toute ma carrière, effectivement, de relâcher la paroi au moment du début de la fermeture. Et alors, bon, je me suis fait envoyer dans... Mais ça, tout le monde le sait, me dit Benoît. Je dis, bah, tout le monde le sait. À la fin de la séance, la jeune chef de clinique vient me voir et me dit, vous avez tout à fait raison. Vous savez, chez nous, on doit toujours fermer les parois, mais dès qu'on commence, l'anesthésiste nous dit, allez, tu fais vite, hein, on n'a pas que ça à faire. Et il commence à décurariser. Alors elle dit, nous, on tire, on fait le surgé. Quand on arrive à la moitié du surgé, bon, on tire, et les derniers passages, ça déchire. Et donc, l'éventration commence à ce moment-là. Donc, je crois qu'il est important d'insister dans ce genre de prévention sur le fait que le patient, il faut absolument le recurariser en fin de course s'il n'est pas suffisamment curarisé. Et alors la deuxième anecdote, je vous ai écouté avec plaisir au dernier congrès de Vittel des chirurgiens de l'Est, dont vous aviez fait le topo qu'on a entendu là. Et alors j'ai repris la parole. Là, cette fois-ci, je ne me suis pas fait jeter parce que j'avais une bonne couverture. J'ai dit, tiens, je tiens à vous signaler quand même que ce que je vous dis doit être tenu pour compte, car Georges Mention, ancien président et ami, car voisin de Bourgogne, lui n'obtenant pas de la part de ses anesthésistes de curariser en fin d'opération, un jour, au lieu de fermer, il a sanglé son malade avec des champs stériles et il a fait remonter le malade dans le service de réanimation. Et à partir de ce moment-là, le patron de réanimation s'est mis, bon, qu'est-ce qui se passe au bloc et tout ça, et ça a donné lieu, à ce moment-là, il a obtenu satisfaction. Voilà, je tenais à vous raconter ces 2 épisodes-là, parce que je crois que c'est important. Je crois qu'il faut bien insister sur le fait que la paroi doit être lâchée. Oui, monsieur. Non, merci. Excuse-moi, notre collègue derrière vous, mon cher collègue, avait levé la main avant. Merci, Monsieur le Président. Oui, bravo pour cette communication. Il n'en demeure pas moins que je suis assez frappé par l'absence de référence au temps de cicatrisation de la ligne blanche, dont on sait qu'elle est mauvaise, dont on sait qu'elle est très longue. Et ce temps de cicatrisation long arrivait en compétition avec le fil à résorption lente ou même rapide quand ça a été mis en place. Et on n'a pas eu vraiment de communication sur cet affrontement. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que si ça cicatrise mal, ça cicatrise encore moins s'il y a des processus ischémiques qui sont dus aux écarteurs et à la durée des interventions ou bien au processus de fermeture. Et je crois qu'il faut essayer de justifier, de légitimer le processus de fermeture par la réduction de l'ischémie induite. Merci. Merci pour cette réflexion, chers collègues, et notre... voilà, non, c'est là, ici, là, voilà, très bien, merci. Bien, je voudrais d'abord vous féliciter, mais aussi féliciter, j'allais dire, l'école de Reims, parce que vous nous avez appris les démonstrations, y compris vos patrons, et j'ai fait venir une fois un de vos patrons pour
pour une énorme éventration qui avait perdu le droit de cité en l'abdomen. Et il y a une chose dont vous n'avez pas assez parlé, c'est la rétraction des grands droits. Quelquefois, les grands droits se rétractent de manière considérable sur les côtés et il est impossible de faire la réparation si on n'essaye pas d'obtenir un peu plus de grands droits avant d'opérer. Et c'est là aussi que le pneu-opéritoine joue un rôle. Et le pneu-opéritoine préopératoire pour reconstituer de la place dans l'abdomen est très important. Et je crois qu'il faut le souligner, il faut le rappeler. Alors ceci dit, c'est vrai que l'école de Reims, moi, m'a appris beaucoup, et comme j'aime bien faire les choses comme elles doivent être faites, j'avais fait venir un de vos patrons pour qu'il m'apprenne, je l'ai laissé opérer, j'ai regardé. En ce qui concerne les fils, je suis d'accord avec le PDS. Le PDS est un fil merveilleux que j'ai beaucoup utilisé, y compris dans les sutures digestives, car il est évident qu'il faut un fil lentement résorbable pour tout, si on veut avoir le moins de risques possible. Mais je voudrais insister aussi sur le risque de la médiane. La médiane est un facteur considérable d'éventration. Et quand on peut utiliser une sous-costale ou une bisocostale, évite d'avoir des éventrations. Merci pour ce commentaire. Patrick? Oui. Jean-Pierre, excuse-moi. Juste Henri Cossa. Juste une toute petite remarque supplémentaire dans les facteurs de prévention. Je pense qu'on doit mettre l'accent sur le rôle de la ceinture de contention post-opératoire, qui est, à mon avis, quelque chose d'utile. Si. Moi, je crois beaucoup à cette contention externe. Alors, je vois qu'il y a des doigts. J'ai envie de répondre. Non, mais alors, allez-y, monsieur. La réponse, c'est non. C'est prouvé que ça ne sert à rien. En tout cas, pour le risque d'éventration, pour le risque de douleur, pour le risque de complications, la ceinture abdominale ne sert à rien. En revanche, elle diminue, elle améliore le confort du patient, peut-être un petit peu la douleur post-opératoire immédiate, ce qui justifie qu'elle soit remboursée, parce que le confort et la douleur post-opératoire immédiate, c'est bien. Mais pour le risque d'éventration, ça, il est vraiment prouvé avec beaucoup de patients de chaque côté que c'est pas utile. La réponse est donc non. La réponse est non. Bah voilà. Voilà, oui. Je reviens sur la réflexion de Raymond Polo. Ouais. Dans la prévention justement des éventrations, est-ce que vous recommandez l'extubation sur table ou plutôt en salle de réveil? Parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même un facteur. Enfin, moi, j'ai vu des points de fermeture sauter alors que le patient se réveillait sur la table. Alors là, il n'était pas fermé, bien sûr. Mais c'est probablement un élément de prévention du risque d'éventration. Cette histoire d'extubation où le patient est extubé alors qu'il est déjà réveillé. Enfin, voilà. Alors, quelle est votre position là? Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais la curarisation et l'extubation. Que nous disent les méta-analyses? Non, ils disent rien les méta-analyses là-dessus. Il n'y a pas d'études là-dessus. En fait, j'arrive pas à comprendre votre question parce que qu'on le réveille en salle ou qu'on le réveille en salle de réveil, de toute façon, la curarisation fait plus effet. Il va tousser au réveil, surtout s'il a des facteurs de risque. Non, mais moi, je vous parle de ça parce que j'ai travaillé pendant 4 ans avec une anesthésiste qui extubait tous les patients sur table et les patients luttaient contre leur tube. Et donc c'est là où ils exercent des efforts très importants. Ils luttent aussi en salle de réveil. Et maintenant je travaille avec une anesthésiste depuis 3 ans qui recurarise justement très volontiers les patients et on voit que ça se passe beaucoup mieux. Le problème n'est donc pas le lieu de l'extubation, mais le moment de la fin de la décurarisation. Alors aujourd'hui, dans le but de gagner du temps, la plupart des gens ont tendance à faire la curarisation jusqu'à la fin, ce qui oblige à extuber le patient en salle de réveil pour le sortir rapidement pour faire rentrer le suivant, puisqu'on fonctionne dans le monde du rendement. Mais le lieu d'extubation en soi, c'est plus la qualité du réveil en pratique. Oui, Raymond, oui. On va vous donner un micro, Raymond. Voilà. Oui, non, mais c'est enregistré, Raymond. Oui, Renard, je pense que le surjet est meilleur que le point séparé, car dans l'anneau que représente le point séparé, les tissus ne peuvent pas échapper à l'œdème. Tandis que dans le surjet, l'œdème peut trouver des voies
détourné. Bon, il y a bien une raison pourquoi le surgit. Enfin, moi, c'est une des explications. Et d'autre part, vous avez bien dit, la suture doit être faite plan par plan. C'est fini l'époque de notre ami Marc Yvet qui a fait plein de belles choses, mais ces sutures en un plan de la paroi, puisque les différents plans ont un plan de glissement différent. Et si on les suture tous ensemble, forcément, ça donne des nécroses. Voilà. Merci infiniment. Vous voyez que c'était passionnant. Merci beaucoup. Moi, j'ai retenu quand même deux mots-clés. Petit pas, petite prise. Donc voilà. Voilà. Donc je vous remercie, monsieur, et je laisse la parole au coprésident pour poursuivre la séance. Je rappelle que, bravo encore. La durée des communications, on a eu la gentillesse d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez dépassé de 2 minutes et 10 secondes. Non, mais ce n'est pas... Et puis alors, comme ça, vous aurez... ce n'est pas un pinsomme, mais je vais vous demander dès ce soir de vous remettre au travail pour envoyer votre e-mémoire à l'Académie nationale de chirurgie, c'est-à-dire le texte. Vous me le promettez? Je vous en remercie.